Bienvenue sur la chaîne Le Prof d'Histoire. C'est la vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. Aujourd'hui, j'ai sorti ma chemise de bûcheron parce que je vous parle d'un personnage extrêmement important, une légende de son époque. Restez là. Notre histoire aujourd'hui débute le 25 octobre 1802 dans le quartier Saint-Laurent, situé au nord de Montréal. En effet, depuis la conquête, près de 165 familles canadiennes françaises ont décidé de rester dans le quartier dit le Faubourg Saint-Laurent. Plusieurs dizaines, voire centaines de familles écossaises qui vont venir s'installer dans ce quartier, créant une espèce de rivalité francophone, anglophone, très présent, très senti sur l'île de Montréal après la conquête britannique de 1760. On est environ à une quarantaine d'années après la conquête, et c'est dans cette ambiance de rivalité immigrants écossais et canadiens français que va naître Joseph Favre, dit Joe Montferrand. Durant sa jeunesse dans le faubourg du Saint-Laurent, on peut retrouver plus d'une dizaine de salles de boxe et de tavernes. On peut donc s'imaginer Joe fréquenter les établissements de gymnase avec lesquels il développe certaines techniques de boxe, dit le noble art, la boxe anglaise de l'époque, car il va, durant toute son histoire, participer à des nombreux combats avec des champions mondiaux. D'ailleurs, dès l'âge de 16 ans, il aurait réglé le compte de 3 gaillards qui terrorisaient le monde de son quartier, qui les intimidaient, espèce de gang de rue, et il va seul les neutraliser, à 16 ans déjà. Cet exploit lui donnera le titre du coq du Faubourg Saint-Laurent. Durant la même année, un boxeur venu des États-Unis se proclamant champion de sa catégorie insultait et intimidait les Canadiens français dans le port de Montréal. Écartant la foule insultée et intimidée, le coq du Faubourg Saint-Laurent accepta de relever le défi et d'un seul coup de poing mit KO le soi-disant champion. À 18 ans, Joe Montferrand mesure déjà 6 pieds et 4 pouces. Un véritable géant, compte tenu du fait qu'à cette période, la moyenne chez les hommes était de 5 pieds et 5 pouces et les femmes, un petit 5 pieds. Donc, à 18 ans, à cette période en 1820, il commence sa carrière de charretier. Un charretier, c'est un valet qui conduit les attelages de chevaux, se déplaçant sur de longues distances. C'est un peu les conducteurs de l'époque qui savent comment entretenir l'équipement qui sert à tirer les chevaux, les harnais, mais aussi s'occuper des bêtes elles-mêmes en les brossant et en prenant soin de eux. Donc, Joe Montferrand est un amoureux, pas probablement des chevaux, il en prend soin et il voyage sur de longues distances pour transporter individus et marchandises. On dit même que durant un de ses voyages, Joe Montferrand aurait aidé un couple de personnes âgées qui étaient dans le pétrin. En effet, il aurait soulevé à lui seul leur charrette qui s'était enlisée dans la neige. On peut s'imaginer la force du gaillard. Alors qu'il est toujours charretier, lors d'un voyage entre Montréal au Bas-Canada jusqu'à Kingston au Haut-Canada, Joe Montferrand se fait inviter par un instructeur de boxe admiré par une garnison britannique de soldats postés à Kingston. Joe Montferrand accepte de relever le défi et participe à ce combat. À la grande surprise, il met KO ce deuxième champion. À partir de ce moment, on se mit à dire que Joe Montferrand frappait comme la ruade d'un cheval et maniait la jambe comme un fouet lors de ses coups de pied. Nous sommes dans une période où la Compagnie de la Baie du Thion va se fusionner avec la Compagnie du Nord-Ouest, compagnie rivale de fourrure dans le nord du Canada. À ce moment, c'est une grande période de prospérité pour la fourrure, étant donné que ces deux compagnies rivales s'étaient mené une guerre féroce, aussi bien économique que militaire, pour s'approprier ce commerce des fourrures très lucratif, très payant. Et donc, à partir de 1823, alors que Joe Montferrand a 21 ans, il entend parler de ses voyages dans l'Ouest qui fascinent et il décide de changer sa carrière. En effet, à partir de 1823, Joe Montferrand abandonne le métier de charretier et va s'engager pour la Compagnie de la Baie du Thion, se déplaçant vers le nord-ouest sauvage pour essayer de faire du commerce de fourrure avec les Autochtones.
Il travaillera 4 ans pour la prestigieuse compagnie qui a le monopole du commerce des fourrures en Amérique du Nord depuis la conquête. On peut imaginer Joe vivre dans les postes de traite ou se déplaçant en canoë sur de grands espaces, faisant du troc avec les autochtones nomades, échangeant des couteaux, des ustensiles, munitions et armes contre de la fourrure de castor. Au début des années 1800, l'empereur français Napoléon Bonaparte va plonger l'Europe dans une des plus importantes guerres de l'histoire. En effet, l'Empire anglais décide de mener la guerre à l'Empire français et ses colonies vont pouvoir lui aider. L'Angleterre va faire appel à ses colonies pour les ressources naturelles nécessaires afin de construire les navires de guerre de cette période qui permettent de protéger l'île des envahisseurs français. Trois régions vont se développer durant cette période pour aller chercher dans ces forêts encore vierges le bois nécessaire à la construction de tels navires, bois qui sera par la suite exporté vers l'Europe. On parle ici de la région du Saguenay, région de la Mauricie, et puis la région de l'Outaouais. Depuis la conquête de 1760, les Canadiens français qui ont décidé de rester sur le territoire qui dorénavant appartient aux Britanniques se voient écartés du commerce de la fourrure aux dépens des Anglais qui en prennent la possession. Donc, dorénavant, les Canadiens français doivent se recycler dans l'industrie agricole. Ils deviennent pour la plupart agriculteurs et vont faire l'agriculture, principalement du blé. Durant la période hivernale, les agriculteurs ne peuvent plus travailler. Donc, on essaie de s'occuper comme on peut. On n'a pas de télévision, pas de radio, pas d'Internet. Donc, on va jouer aux cartes, on va s'amuser, faire des danses et faire la fête entre amis et famille. Et c'est à partir de la période de 1800, durant cette guerre napoléonienne, que l'industrie du bois canadien va commencer à avoir son essor explosé avec la création de ces 3 nouvelles régions dans lesquelles on va demander beaucoup de bûcherons. Donc, les Canadiens agriculteurs vont dorénavant pouvoir se recycler avec ce deuxième métier qui s'offre à eux durant la période hivernale et vont se déplacer dans ces camps de bûcherons où ils auront travaillé très dur. Les propriétaires de ces forêts seront principalement des Anglais et Écossais qui vont se permettre d'être propriétaires fonciers, avoir suffisamment de capitaux, d'argent pour acheter ces terres de bois. Et vont travailler pour eux les Canadiens français. Donc, les Canadiens français vont travailler du lever du soleil au coucher du soleil et vont être payés par le nombre d'arbres qu'ils vont réussir à couper. Donc, c'est un métier très dur, très exigeant physiquement, et la majorité de ces agriculteurs canadiens-français vont se muscler durant tout l'hiver afin de revenir au printemps très disposés à revoir leurs femmes et continuer de procréer. Ces bûcherons canadiens vont donc travailler très dur durant tout l'hiver et vont vivre ensemble dans ce qu'on appelle un camp de bûcherons. Les camps de bûcherons sont des établissements plutôt grands, faits de bois rond, dans lesquels vont vivre, dépendamment de la grosseur du camp, une vingtaine à une cinquantaine de bûcherons dans cette même pièce. Pièce, bien sûr, qui n'a pas les commodités usuelles, c'est-à-dire il n'y a pas de douche, il n'y a pas de bain, on se lave à la débarbouillette, et on vit tous ensemble dans cet espace qui offre aucune intimité, bien sûr. Il n'y a pas de porte fermée, c'est une grande pièce. Au centre de cette pièce, il y a en fonte un foyer qui va servir, oui, pour réchauffer la pièce durant l'hiver, mais aussi pour faire cuire la nourriture, principalement du lard et des fèves qu'on met souvent ensemble pour faire ces fameuses fèves au lard canadiennes où on peut rajouter parfois un peu de sirop qui vont servir à donner la force nécessaire à ces courageux travailleurs durant la période hivernale. En 1827, Joe Monferrand a 25 ans. Et alors qu'il parcourt les Laurentides et la rivière des Outaouais pour la compagnie de la baie d'Hudson, il fait la rencontre de plusieurs maîtres de chantier forestiers. Effectivement, dans cette époque où l'industrie du bois prend de plus en plus d'importance et l'industrie de la fourrure de moins en moins d'importance, Joe Monferrand décide de faire un changement de carrière. Il ira travailler pendant plus de 30 ans dans l'industrie du bois, dorénavant de plus en plus lucratif. Joe Monferrand va exercer plusieurs métiers.
passant de bûcheron à aussi draveur. Les draveurs sont des employés extrêmement agiles qui vont, grâce à des souliers cloutés, courir sur les billots de bois qui descendent les rivières. On va pas utiliser le cheval qui traîne de lourdes charges de bois jusque dans les grandes villes, c'est beaucoup trop loin, ce serait beaucoup trop forçant et difficile pour les bêtes. Donc on va charger des traîneaux de ces billots de bois qu'on appelle, une fois rendus dans l'eau, près des rivières, des pitounes. Et une fois que les billots sont lancés dans l'eau et qu'ils deviennent ces pitounes, ils vont descendre le courant des rivières jusqu'aux grandes villes, Montréal, Québec ou Trois-Rivières. Ou dans les ports de ces villes, on va charger les pitounes dans les navires direction l'Angleterre. Donc, draveur, ce métier extrêmement difficile et qui demande une grande souplesse, une grande agilité que Joe Monferrand avait. Effectivement, il pratique le métier de draveur, métier qui consiste à courir sur ces pitounes de bois avec des souliers cloutés, sauter d'une pitoune à une autre en plein courant durant la descente d'une rivière, afin de les distancer avec une longue perche pour éviter que les pitounes s'en mêlent ensemble et créent des barrages, des embâcles indésirés pour permettre cette fluidité, cette facilité de descendre les rivières sans être pris au tournant de ceux-ci. Donc, Joe Monferrand va pratiquer aussi le métier de draveur. Il va aussi conduire les cages ou les trains de bois. C'était une autre façon de faire descendre le bois jusque dans les grands ports, c'est-à-dire qu'on ficelait, on attachait ensemble le bois qu'on coupait préalablement en planches ou en madriers et qui, comme ça, construisait des embarcations, des bateaux improvisés qui permettaient de descendre les rivières. Une fois arrivé dans les ports, on dénouait les cordes pour utiliser le bois de ce canot improvisé et de le mettre dans les navires direction l'Angleterre. Donc, durant plus de 30 ans, Joe Monferrand va œuvrer dans l'industrie du bois, se déplaçant de la région de l'Outaouais, où il va principalement travailler, mais se déplace sur le vaste territoire. On peut le trouver notamment au Saguenay ou même parfois en Mauricie. Il descend les rivières et va se tenir dans les grandes villes où il va, dans les ports, charger le bois sur les navires marchands direction l'Angleterre. Et donc, Joe va se tenir aussi dans les tavernes de ces grandes villes pour festoyer avec ses camarades draveurs et bûcherons, ainsi que des voyageurs de la compagnie de fourrure pour faire la fête et pour avoir du bon temps. En effet, les établissements de boissons se font un plaisir que d'accueillir la légende Joe Monferrand, une excellente publicité pour eux. D'ailleurs, il leur demande souvent de signer sa marque de visite, c'est-à-dire son empreinte de sa semelle, sa très longue semelle, au plafond de leur établissement, grâce à un mouvement athlétique extraordinaire, c'est-à-dire qu'il fait une split verticale pour étamper l'empreinte de sa chaussure au plafond. Et donc, lorsque cette période on visite les tavernes, on peut vérifier rapidement au plafond si Joe a passé par là. Grand protecteur de l'honneur des Canadiens français, Joe Monferrand se fait constamment provoquer en duel par les Écossais, les Irlandais, les Anglais qui arrivent dans la colonie. En effet, en 1828, un champion boxeur de la marine britannique le provoque en duel sur le quai de la Reine à Québec. Encore une fois, il va mettre KO ce nouveau champion en l'honneur des Canadiens français. L'année suivante, en 1829, on dit qu'une bande de 150 shiners irlandais anglophones venus du Haut-Canada se déplaçait vers la région de l'Outaouais pour prendre le travail des francophones dans les camps de bûcherons. Avant qu'ils ne traversent le pont de la rivière Outaouais qui sépare le Haut du Bas-Canada, des bûcherons canadiens courent chercher Joe Monferrand qui se tenait dans une taverne non loin de là. Ce dernier accepte d'intervenir et se dépêche pour intercepter les Irlandais sur le pont de bois. Après les avoir mis en garde à plusieurs reprises, les Irlandais refusent de rebourser chemin. Donc Joe Monferrand utilise l'un d'eux par les jambes comme un gourdin géant et décide d'attaquer le lot des 150 Irlandais. Ceux qui ne sont pas encore tombés à l'eau vont s'enfuir apeurés par la force du titan canadien-français. En 1832, une épidémie de choléra frappe Montréal. Et c'est durant cette année que Joe Monferrand va s'illustrer au cœur d'un événement historique extrêmement important pour l'île de Montréal. Montréal est reconnu officiellement comme une ville par la couronne britannique et donc va lui permettre d'avoir certaines libertés au niveau de la gestion des finances et du territoire. Et donc, s'organisent les premières élections de députés, d'élus, de conseillers municipaux dans les différents quartiers de Montréal. 2 élus seront permis par quartier pour un total de 16. À cette époque, les bureaux de vote sont ouverts pendant plusieurs semaines. Tant qu'il y a des votes durant l'heure d'ouverture, les bureaux resteront ouverts.
Aussi, les partisans des partis politiques se rassemblent devant les bureaux de vote pour intimider les électeurs, les empêcher même de voter s'ils sont d'une origine ou d'une autre. Ces situations tendues finissent régulièrement par des bagarres générales où les gagnants influenceront le résultat des élections. Les plus forts qui l'emportent vont réussir à laisser passer leurs amis pour aller voter, empêchant les perdants de voter pour leurs représentants. La loi du plus fort. La tragédie du 21 mai 1832 sera une journée d'élection les plus sanglantes. Au bureau de vote de la Place des Armes à Montréal se rassemblent les partisans du Parti patriote qui appuient un certain Daniel Tracy, membre du Parti patriote de Louis-Joseph Papineau, qui s'oppose à un Américain, riche propriétaire terrien du nom de Stanley Bagg, qui appuie, lui, les Tories de Montréal. Rapidement, une bagarre éclate entre les Tories et les Patriotes à l'intérieur du bureau de vote et se répand à travers tous les bureaux de vote du quartier. C'est une véritable émeute. Les insurgés utilisent tout ce qu'ils ont en leur possession. Des pelles, des matraques, des manches de hache et des bâtons vont servir à se défendre. Alors que les Patriotes se font ruisseler de coups par des combattants payés par les Tories, les Canadiens vont chercher Joe Montferrand, non loin de là, à Montréal durant ce moment. Rapidement, les Tories vont, devant ce monstre furieux qui est Joe Montferrand, cette force de la nature, vont s'enfuir et demander l'aide des autorités locales. 50 soldats britanniques seront dépêchés face à l'église Notre-Dame. Alors que les manifestants se rapprochent de l'église et lancent des roches aux soldats, les soldats vont répliquer en tirant dans la foule, tuant 3 Canadiens français dans la mêlée. Quelques émeutiers seront légèrement blessés par balle alors qu'ils fuient dans la rue Saint-Jacques, dorénavant appelée la rue du sang. Après cet événement, le lieutenant-colonel McIntosh se fait féliciter, puis décoré par le roi d'Angleterre, George IV lui-même, d'une médaille. Cet événement historique porte le nom de la tragédie du 21 mai 1832, une date d'élection la plus sanglante de l'histoire du Bas-Canada. Le cul sur le bord du Cadiaman et puis dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai jasé un petit bout de temps avec le grand Joe Montferrand. On a parlé du phare, de la pluie puis du beau temps. Puis j'ai dit, Joe, dis-moi comment que t'es devenu un géant. Après quelques années à avoir travaillé sur les cages, descendant les rivières de l'Outaouais qu'il connaissait bien, Joe Montferrand prend sa retraite dans sa maison rue Sanguinet à Montréal. Joe Montferrand vieillit mal, ayant pratiqué toute sa vie un métier très physique, et ayant subi plusieurs maladies et rhumatismes. Et il a, dit-on, à la fin de sa vie, les épaules voûtées, il a de la difficulté à se déplacer. Il laisse pousser sa barbe et vieillit très rapidement. Malgré tout, alors qu'il a perdu sa femme, Marianne Trépanier, il décide de se remarier avec une certaine Esther Bernier qui va lui donner un enfant. Durant cette même année, Joe Montferrand décède dans sa maison de Montréal le 4 octobre. Il laisse dans le deuil sa nouvelle femme, enceinte à cette époque de son fils, un certain Joseph Louis, qui sera aussi grand et fort que son père, son grand-père et son arrière-grand-père Favre avant lui. Ainsi, Joseph Favre, dit Joe Montferrand, rentre dans la légende. J'ai trouvé ce personnage extrêmement intéressant et je tenais à vous le présenter, étant donné qu'il, selon moi, est la représentation très fidèle de cette période de changement entre l'industrie de la fourrure qui disparaît de plus en plus pour prendre ses places à l'industrie du commerce du bois. Cette aussi rivalité après la conquête entre les Canadiens français qui se voient littéralement poussés par les anglophones écossais, irlandais et anglais qui viennent s'établir sur le territoire, qui essaient de défendre tant bien que mal leur fierté et leur présence. Joe Montferrand, l'homme fort du Bas-Canada, a su défendre l'honneur des Canadiens français et a participé à plusieurs événements historiques comme vous avez pu le constater. J'espère que cette émission vous a plu et que le personnage vous a fasciné tout autant que moi. Si vous avez apprécié, je vous encourage à laisser un petit pouce bleu et de partager la vidéo. Et sur ça, je vous dis à la prochaine fois.